Merci de choisir A12 Télévision pour le point de l'actualité de ce jour. Voici les titres. Le Népal observe une journée de deuil national ce lundi 16 janvier après le crash aérien d'hier dimanche faisant 68 morts. En Ukraine, au moins 30 personnes ont été tuées ce samedi dans le bombardement d'un immeuble résidentiel à Dnipro, dans l'est du pays. Et en Côte d'Ivoire, Jean-Louis Billon, vice-président du PDCI RDA, affiche ses ambitions pour 2025 et souhaite le retrait des 3 dinosaures de la politique ivoirienne. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'enfer se prolonge à Dnipro et dans le reste de l'Ukraine avec les bombardements de l'armée russe qui se poursuivent. Ce samedi, au moins 30 personnes ont été tuées dans le bombardement d'un immeuble résidentiel à Dnipro, à l'est du pays. Le président Zelensky en appelle à une intensification de l'aide militaire nationale. Les recherches se poursuivaient ce dimanche pour retrouver des survivants et des corps dans les ruines d'un immeuble de Dnipro, touché la veille par un missile russe dans l'est de l'Ukraine. Un dernier bilan qui devrait encore s'alourdir faisait état de 29 morts et d'une quarantaine de disparus. Le gouvernement ukrainien a accusé les forces russes d'avoir utilisé un missile à haute précision. Est-il possible d'arrêter la terreur russe? Oui, c'est possible. Peut-on le faire autrement que sur le champ de bataille en Ukraine? Malheureusement, non. De quoi avons-nous besoin? Des armes que nos partenaires ont dans leurs entrepôts et que nos guerriers attendent. Outre Dnipro, les bombardements russes ont visé samedi plusieurs régions ukrainiennes. Les frappes ont à nouveau ciblé les infrastructures énergétiques, occasionnant de nouvelles coupures de courant sur l'ensemble du territoire, notamment dans les régions de Kharkiv et de Lviv. Pour les Ukrainiens, l'hiver sera long et douloureux. Ils étaient plus de 80 000 d'après les chiffres de la télévision I24 à déferler ce samedi dans les rues des grandes villes israéliennes pour protester contre la coalition de droite au pouvoir. Pour l'opposition, cette démonstration de force vise à sauver la démocratie israélienne menacée selon eux par la politique mise en place par le gouvernement Netanyahou. C'est une marée de parapluies qui défilait dans les rues de Tel Aviv ce samedi soir aux alentours de la place Habima. Pour le deuxième samedi consécutif, les Israéliens sont descendus en masse. Objectif, défendre la démocratie et montrer au nouveau gouvernement qu'il refuse sa réforme du système judiciaire. Parmi les slogans choisis, l'Iran est là, Bibi égale Poutine, ou les criminels ne nommeront pas les juges. Le gouvernement israélien devrait comprendre qu'il n'a pas de mandat pour détruire la démocratie israélienne, que le fait qu'ils essaient de détruire les contre-pouvoirs ne marchera pas, et nous allons nous battre jusqu'à la toute dernière minute pour sauver la démocratie israélienne. Je suis venue ici de Turquie il y a 25 ans pour élever mes enfants dans un pays libre et démocratique, et je ne veux pas que ça devienne comme la Turquie. Je suis inquiet pour l'avenir de ma fille. Je veux qu'elle soit libre de faire ce qu'elle veut dans son pays. Si elle grandit et qu'elle aime une femme, qu'il en soit ainsi. Et si elle grandit et qu'elle aime un Palestinien, qu'il en soit ainsi aussi. Je veux qu'elle ait toutes les possibilités. La situation dans notre pays est très préoccupante et effrayante. Ils veulent nous enlever nos droits et ça m'effraie de penser que nous ne faisons rien pour y remédier et que nous laissons faire. Des communautés sont en danger, comme la communauté LGBTQ et d'autres minorités. Aujourd'hui c'est eux, mais demain ce sera peut-être moi. C'est très effrayant et nous devons être unis. Parmi les manifestants, des personnalités politiques de premier plan, comme l'ancien ministre de la Défense et chef du parti de l'Union pour l'État Benny Gantz, ou encore l'ancien premier ministre travailliste Ehud Barak. Dans la capitale israélienne, environ 1500 personnes se sont rendues devant la résidence du président Herzog, scandant des slogans comme « Bougie »,« Réveille-toi, la maison est en feu ». Il s'agit de la manifestation la plus importante depuis la prestation de serment du gouvernement le 29 décembre dernier. C'était la fin de sa tournée en Afrique, la première à l'extérieur depuis sa prise de fonction le 30 décembre 2022. Le chef de la diplomatie chinoise, Qin Gang, était ce dimanche au Caire en Égypte, après un passage au Bénin pour discuter de la relance de la coopération économique avec l'Égypte, et notamment sur le plan touristique. Je vous laisse suivre les précisions dans cet élément. Après le Bénin, le chef de la diplomatie chinoise était au Caire ce dimanche pour des entretiens avec des responsables égyptiens et de la Ligue arabe. Dernière étape d'un voyage en Afrique qui visait à consolider les relations entre Pékin et le continent.
Au menu des discussions notamment, les relations sino-égyptiennes et l'augmentation du nombre de touristes chinois en Égypte, pays qui lutte depuis des années pour relancer le secteur touristique vital pour son économie. Shin Gang et son homologue égyptien Sameh Choukri ont également abordé des questions régionales, notamment le conflit israélo-palestinien. Par ailleurs, lors de sa rencontre avec le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré que Pékin continuerait à développer ses investissements dans les projets d'infrastructures égyptiens, notamment ceux liés à l'initiative chinoise Ceinture et Route. La Chine a déjà investi des milliards de dollars dans des projets menés par l'État égyptien et plus largement est devenu le premier bailleur de fonds de l'Afrique. En Côte d'Ivoire, on en est encore loin, mais déjà les appétits s'aiguisent pour le scrutin présidentiel de 2025. 2 ans avant la tenue effective de cette élection, Jean-Louis Billon, vice-président du PDCI-RDA, souhaite le retrait des 3 dinosaures de la politique ivoirienne. Africa News nous en dit plus. Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, ces 3 hommes ont au moins 2 points communs. Ils ont été ou sont présidents de la Côte d'Ivoire et sont âgés de plus de 70 ans chacun, avec respectivement 88, 77 et 81 printemps pour l'actuel chef de l'État. Ces dinosaures de la politique ivoirienne sont dans la ligne de mire de cet homme, Jean-Louis Billon, âgé lui de 58 ans. Dans une interview accordée à une radio internationale, l'actuel vice-président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a demandé le retour de la limite d'âge à 75 ans pour les candidats à la présidentielle. Cette dernière est prévue en 2025. Pour l'instant, ni Laurent Gbagbo, ni Alassane Ouattara, ni Henri Konan Bédié n'ont évoqué leur éventuelle candidature. Jean-Louis Billon, lui, sera candidat et il pourrait s'opposer au président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, Charles Blé Goudé, qui le 11 janvier dernier disait simplement qu'il aimerait participer au scrutin et, je cite, gouverner le pays un jour. Charles Blé Goudé qui pour le coup est plus jeune que Jean-Louis Billon, puisqu'âgé de 51 ans. Parlons à présent climat en France. La tempête Gérard balaie depuis dimanche soir le nord et l'ouest du pays avec des vents très violents de plus de 110 km/h selon Météo France. En Normandie, en Bretagne et dans le pays de Loire où les vents ont particulièrement été intenses, au moins 75 000 foyers ont été privés d'électricité. La circulation des trains a aussi fortement été perturbée à cause des arbres tombés sur les voies, et notamment dans les pays de la Loire, en Île-de-France et en Normandie où certains trains ne sont pas partis ce matin, le temps de vérifier l'état des voies. Les activistes du monde entier pour le climat ont assiégé Davos en Suisse où se déroule la 53e édition du Forum économique mondial. Ils demandent des comptes aux décideurs et les accusent de n'avoir pas réussi à apporter de solutions efficaces aux problématiques mondiales actuelles, en tête desquelles le dérèglement climatique. Reportage. Banderoles et sifflets ont envahi dimanche le centre-ville de Davos en Suisse où s'ouvre le Forum économique mondial. Parmi les manifestants, des activistes du climat venus demander des comptes aux ultra-riches, accusés de ne pas apporter de solutions aux problématiques actuelles, en tête desquelles le dérèglement climatique. Pensez-vous que le Forum économique mondial va nous sauver? Non, il ne peut pas nous sauver. Créé en 1971, le Forum économique mondial réunit chaque année chefs d'entreprise, hommes d'affaires, responsables politiques, intellectuels, afin d'évoquer les enjeux de la mondialisation. En cette période de crise, cette édition 2023 du Forum devrait, selon son président, donner lieu à de vifs débats. Il ne fait aucun doute que notre 53e réunion annuelle à Davos se déroulera dans le contexte géopolitique et géoéconomique le plus complexe depuis des décennies. Tant de choses sont en jeu. Une 50aine de chefs d'État et de gouvernement ainsi que 600 chefs d'entreprise sont attendus pendant la semaine dans les Alpes suisses. Comme annoncé en titre, le Népal a observé ce lundi une journée de deuil national après le crash d'un bimoteur de la compagnie Yeti Airlines qui a fait au moins 68 morts sur les 72 passagers enregistrés hier dimanche 16 janvier 2023. Si l'espoir, selon les autorités locales, de retrouver des survivants est désormais nul, des recherches qui ont repris ce matin donnent pour première mise en cause la sécurité aérienne. Retour sur les détails de ce crash qui est désormais le plus meurtrier du Népal en 3 décennies avec nos confrères d'Euronews.
Au Népal, un habitant a filmé le moment où un bimoteur de la compagnie Yeti Airlines a perdu le contrôle avant de s'écraser. Un bilan toujours provisoire fait état de 67 morts sur 72 passagers. 5 d'entre eux auraient survécu à cette catastrophe aérienne, la plus meurtrière au Népal en 3 décennies. L'avion en provenance de la capitale Katmandou s'est écrasé non loin de l'aéroport de Pokhara, où il devait atterrir dans le centre du Népal. La carcasse de l'appareil en feu a été retrouvée au fond d'un ravin. Des habitants suivis par des dizaines de secouristes se sont précipités sur les lieux pour tenter de retrouver des survivants au milieu des débris. Les passagers étaient majoritairement népalais. À bord se trouvaient également 15 étrangers, dont un Français, un Irlandais et 4 Russes. Le Premier ministre népalais s'est adressé aux médias. L'incident, dit-il, est tragique. Les forces de l'armée népalaise ont été déployées pour le sauvetage. Les accidents d'avion ne sont pas rares au Népal. Certains pointent du doigt le manque de formation des pilotes et une maintenance insuffisante des appareils. En Chine, le taux de mortalité lié à la Covid-19 explose. 60 000 morts de Covid-19, et c'est le chiffre annoncé par les sanitaires chinoises hier dimanche 15 janvier 2023, juste un mois après la fin de la politique zéro Covid dans la péninsule. Des chiffres controversés par l'OMS qui demandent à la Chine de produire des données plus détaillées. Après presque 3 années de restrictions sanitaires, la liaison ferroviaire à grande vitesse entre Hong Kong et la Chine continentale a rouvert ce dimanche. Les voyages sont possibles dans les 2 sens, avec un test Covid négatif datant de moins de 48 heures. La fin de la politique zéro Covid, décidée il y a 1 mois par les autorités de Pékin, a conduit à une forte augmentation des cas et à une hausse de la mortalité, même si les autorités communiquaient des chiffres très en deçà de ce qui pouvait être observé dans les hôpitaux et les morgues chinoises. Samedi, Pékin a finalement annoncé au moins 60 000 décès au cours du mois dernier en raison du Covid, mais l'OMS demande des données plus détaillées. La méthode de calcul adoptée par les autorités chinoises en décembre n'inclut que les décès liés à une insuffisance respiratoire et ne tient pas compte des personnes mortes à leur domicile. Alors que les célébrations du Nouvel An lunaire approchent, les autorités craignent un rebond épidémique car des millions de Chinois s'apprêtent à se retrouver en famille au moment où le pic des contaminations semble être passé. Et en sport auto, on boucle ce journal avec cette victoire du pilote qatarien Nasser Al-Attiyah qui vient de remporter avec son binôme français son 5e Qatar, et ce après une série enchaînée de victoires. Regardez. Nasser Al-Attiyah, roi du Dakar. Le Qatarien a remporté l'épreuve pour la 5e fois ce dimanche, après 14 étapes et près de 5000 km parcourus. Auteur d'un sans faute et épargné par les soucis mécaniques, Nasser Al-Attiyah et son copilote français Mathieu Baumel étaient déjà leaders au soir de la 3e étape. Après avoir vu leurs principaux concurrents perdre du terrain, ils ont ensuite tranquillement géré leur avance avant de s'imposer à Dammam en Arabie Saoudite. Le Français Sébastien Loeb, 9 fois champion du monde des rallyes, termine à la 2e place pour la 2e année de suite, malgré un record de 6 victoires d'étapes consécutives. C'est donc la fin de cette édition. Merci pour votre confiance. Prenez soin de vous. Rendez-vous demain à la même heure et restez toujours sur A12 Télévision.